Vous faites bien de rester connectés, Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Barack Obama a achevé ce mardi sa tournée sur le continent africain. Après le Kenya, le pays d'origine de son père, le président américain était à Addis Abeba, en Éthiopie, où il a prononcé un discours devant l'Union africaine. En dehors des questions de lutte contre le terrorisme et la corruption sur le continent africain, il a fustigé les chefs d'État africains qui changent les constitutions de leur pays afin de s'éterniser au pouvoir. Fin de la tournée de Barack Obama en Afrique. Que retenir du discours du président américain devant l'Union africaine? Ce sera notre premier sujet à décrypter dans un instant. Ensuite, nous parlerons encore une fois du Burundi, où les choses évoluent chaque jour au lendemain du coup de force électoral du président Pierre Nkurunziza. L'opposition semble au bord de son éclatement et pour cause, la position du chef de file de cette opposition, Agathon Rwasa, que justement les autres opposants jugent mitigé après sa participation à l'installation des membres de l'Assemblée nationale issus des élections qu'il a pourtant contestées. Positionnement de l'opposant Agathon Rwasa au Burundi, s'achemine-t-on vers l'éclatement de l'opposition burundaise et la confirmation de Pierre Nkurunziza? Ce sera notre deuxième sujet du jour. Mais avant les différentes analyses de nos éditorialistes sur ce plateau, voici le flash d'information. Premier président américain à s'exprimer à la tribune de l'Union africaine, Barack Obama a tensé ce mardi les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. Il a exhorté le monde à changer de regard sur l'Afrique et à bâtir avec elle de véritables partenariats à lutter contre la pauvreté. Au Sénégal, le président Macky Sall a dénoncé ce mardi à Dakar les extrémistes qui s'acharnent à prendre le monde en otage lors d'une conférence internationale sur le thème Islam et paix. Alors que Boko Haram menace la stabilité des pays du Sahel voisin, le Sénégal a jusqu'à présent été épargné par les violences des groupes islamistes. Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés pour lutter contre les islamistes nigérians de Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cela portera officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les insurgés de Boko Haram qui y mènent depuis 2 ans des raids meurtriers et des enlèvements. Le président américain a bouclé donc ce mardi sa tournée sur le continent africain. Après le Kenya, Barack Obama était à Addis Abeba en Éthiopie où il a prononcé un discours devant l'Union africaine. Fin de la tournée de Barack Obama en Afrique. Que retenir du discours du président américain devant l'Union africaine? C'est le premier débat que je lance après ce générique. Le décryptage de ce jour se fera avec 2 éditorialistes et journalistes de la presse au Bénin et sur Sika TV. J'ai d'abord Médéric François Gongo, journaliste et directeur de publication du journal Actu Express au Bénin. Médéric François Gongo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. J'ai également sur ce plateau mon ami et compagnon de tous les jours, Joël comme moi, Joël Yetonji de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour, bonjour au plateau et bonjour aux téléspectateurs. Je démarre ma première question avec vous. Médéric François Gongo, Barack Obama qui s'oppose à toute révision de constitution sur le continent africain. Il n'a pas hésité à le dire aux représentants des chefs d'État présents. C'était ce mardi au siège de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que ce message sera réellement suivi sur le continent africain? Oui, la démocratie, la lutte contre la corruption, le terrorisme et le droit des femmes, ou les droits des femmes, voilà les 4 points sur lesquels Barack Obama s'est une fois encore appesanti. Un parallèle entre le discours au Caire, qui a sonné comme le glas de renouvellement, de changement de la politique des États-Unis dans les pays arabes et du Moyen-Orient, nous pouvons penser que le président américain, le président de la première puissance du monde, a tapé dans la fourmilière. Il avait dit « l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des systèmes forts, des institutions fortes ». Aujourd'hui, on parle de la démocratie et le président Barack Obama a bien voulu parler de cette phobie qu'ont les présidents africains de vouloir s'éterniser, sapant de fait les fondements même de leur arrivée au pouvoir. Parce que quand vous venez au pouvoir, sur la base de l'alternance au pouvoir, sur la base de la démocratie de type libéral, vous devez savoir qu'il est très important de quitter la scène avant que les rideaux ne tombent. Mais malheureusement, la boulimie du pouvoir, et le fait qu'on arrive à végéter dans la bonne gouvernance et à commettre des impairs arrive.
amène du moins les présidents africains à ne plus vouloir quitter le pouvoir, oui, à vouloir tenter. Ça, c'est le constat, c'est ce que nous constatons tous les jours. Mais est-ce que vous pensez que ce message qu'il a délivré sera enfin écouté? Est-ce que les chefs d'État qui ont ces ambitions révisionnistes vont enfin prendre conscience de ce qu'il faut partir pour laisser d'autres générations gérer les affaires? Au-delà de l'alerte, c'est qu'il va falloir des mécanismes appropriés pour obliger les présidents africains qui ont cette tendance à s'éterniser au pouvoir de partir au terme de leur mandat. Il n'y a eu aucune proposition de mécanisme, justement. C'est pour cela que je me demande, est-ce que ce discours sera suivi ou bien c'est juste de l'eau versée derrière le canard, comme de toute façon, lorsque le président des États-Unis parle, ce n'est pas de l'eau jetée sur le dos du canard, comme on le dit chez nous. C'est clair et net que le secrétariat chargé des affaires africaines va s'occuper spécialement de cette affaire pour qu'on ait des mécanismes huilés à l'intérieur des systèmes des pays africains, de manière à permettre à l'opposition de marquer à la culotte, comme ça a été le cas au Bénin. Nous l'avions vu, cette intention était clairement affichée. On a voulu tordre le cou à la Constitution, on a voulu réviser la Constitution, on l'a encore tenté. Beaucoup le disent avec ce forcing qui a fait qu'on a voulu faire passer quelqu'un de la mouvance présidentielle au niveau du Parlement. On a voulu, par des subterfuges, essayer de mettre la loi fondamentale en cause au Bénin, comme on le fait aujourd'hui au Congo, comme on l'a fait au Burundi, comme on va tenter de le faire dans d'autres pays africains. Ce qui se passe actuellement au Rwanda aussi, le pauvre. Exactement, c'est vrai que nous allons revenir. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces dirigeants utilisent toujours la loi fondamentale, justement. Ils trouvent les moyens de contourner ces lois fondamentales. C'est en cela. C'est en cela, parce qu'à l'évidence, qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'ils essaient, par tous les moyens, de s'éterniser au pouvoir, et qu'il y a des problèmes, quand il y a des soulèvements, quand il y a des réfugiés, ce rôle revient encore à la communauté internationale de parler au plus pressé. C'est en cela qu'il va falloir réactiver le mécanisme d'ingérence humanitaire pour éviter qu'on ne mette en cause les institutions, à défaut de financer les opposants à l'intérieur des systèmes de manière à les rendre forts, à défaut d'accompagner la presse, à défaut d'accompagner les leaders d'opinion, les têtes de pont et les teneurs des idées forces qui se retrouvent au niveau des pays africains. Il faut, au niveau de l'Union africaine, au niveau du système des Nations Unies, mettre des mécanismes pour obliger les présidents africains à savoir que la démocratie a certainement des privilèges quand on est au pouvoir, mais également ça a également des exigences. Est-on dit, vous avez suivi également l'actualité du séjour du président américain sur le continent africain, et comme par hasard, pendant qu'il prononçait son discours à l'Union africaine, on a noté l'absence de presque tous les présidents africains qui ont cette ambition révisionniste. Alors, est-ce que vous pensez que ce message de Barack Obama sera réellement écouté, puisque ceux à qui il s'adresse ont choisi de faire la politique de la chaise vide? Je pense que ces dirigeants n'ont pas totalement le choix. Il y en a qui vont s'entêter comme ça se fait déjà, ils vont continuer dans leur logique, mais au-delà de la portée de ce message, elle est très forte, parce qu'il faut constater, parallèlement au constat que vous avez fait, que dans cette salle d'audience, qui était pleine à craquer, il y avait la fine fleur, la relève de demain, le fer de lance pour tout développement. Il n'y avait que des représentants, il n'y avait que des cadres, mais ceux à qui le message s'adressait étaient absents. Je dis, c'était un message très bien pensé, qu'il faut saluer. Je disais tout à l'heure qu'il y en a qui, vraiment, dans leur tête, ça passe ou ça casse. Je vais parler de ces dirigeants qui sont actuellement en train de conduire les rênes de bien d'États africains, qui ont clairement dans leur tête qu'il faut s'éterniser au pouvoir. Ceux-là, il faut les aider à partir. Ils ne partiront pas de leur plein gré, c'est clair. Donc, il ne faut pas compter sur eux par rapport à ce message. Mais ils vont comprendre que, oui, le premier des chefs d'État au monde, Barack Obama, est toujours dans sa logique. Le message qu'il a lancé en 2009 devant le Parlement ghanéen, il l'a réédité. Donc, il ne recule pas, il reste campé sur sa position. Il va falloir le comprendre. Mais, au-delà de cela, je dis, la portée de ce message, c'est à la fine fleur. Il l'a dit, il l'a matelé. Pour changer la destinée de ce continent, ça revient à cette jeunesse-là. Et j'étais nombreux devant lui quand il a prononcé son discours. Il a été ovationné. Et c'est pas cette jeunesse-là. Je dis que la cible est bien trouvée. Parce que pour changer la donne désormais, n'oubliez pas, c'est cette jeunesse-là, c'est sur elle qu'on s'appuie pour tronquer le coup à la Constitution. Quand on dit qu'ils sont nombreux à vouloir qu'un chef d'État reste au pouvoir, c'est vers elle qu'on se retourne. C'est à elle qu'on donne les moyens. En attendant, on laisse justement les dirigeants qui sont en train de tordre le cou à leur constitution de rester là. Non, il faut pas voir. Un exemple, l'exemple d'un Robert Mugabe aujourd'hui qui
qui est président en exercice de l'Union africaine. Il faut pas, il faut voir le discours sous cet angle-là. Il faut constater que si Mugabe va partir aujourd'hui, ça dépendra de son peuple. Et pour que le peuple fasse partie Mugabe, ce ne sont pas ceux-là qui l'entourent. C'est cette jeunesse qui le fera. Mais si cette jeunesse-là ne comprend pas qu'elle a à prendre son destin en main, c'est elle qui va changer les choses, elle ne le fera pas. Et Barack Obama a bien fait de toucher là où il faut toucher, fait comprendre à cette jeunesse qu'elle a à prendre ses destins en main. Ce n'est pas à l'Amérique de venir changer les choses en lieu et place des Africains. Barack Obama a, comme tous les autres chefs d'État au monde, son cahier de charge. Il a un travail à faire. Mais les Américains, en fin de mandat, demanderont à Barack Obama, qu'as-tu fait du cahier de charge à toi confié? Donc il reviendra aux peuples africains de demander à leurs dirigeants ce qu'ils ont fait de la mission à eux confiée. Oui, mais donc une fois vous savez quand même que ces dirigeants, justement, utilisent tout ce qu'ils ont comme armes et méthodes, justement, pour contourner la loi. Il va falloir les désarmer. Qu'est-ce que cette jeunesse désarmée peut faire? Elle peut faire beaucoup de choses. Et moi, je continue d'être optimiste et de saluer une fois encore la façon dont ce discours a été délivré. Parce que je remarque que très récemment, au Burkina Faso, c'est cette jeunesse, à travers les citoyens, qu'on ne peut pas ignorer. On a constaté un peu plus loin, il y en a marre au Sénégal. Ça a joué pour beaucoup, pour l'avènement de Macky Sall au pouvoir, qui a une jeunesse qui fait, qui donne de l'admiration à Macky Sall dans ses œuvres. Il faut soutenir cela. Alors, il y a Filimbi en RDC, ce n'est pas rien. Et toute cette jeunesse qui se demande s'il faut continuer, s'il faut oser, s'il faut suivre cette marche-là, Barack Obama leur dit non. Il ne faut pas rester à la touche. Jetez-vous dans la danse. Il faut tenir fort. Alors, Joël Yeton dit, il faut constater que Barack Obama a tenu le même discours que François Hollande lors de son passage à Cotonou au Bénin. Mais Barack Obama aussi est allé en Éthiopie, qui n'est pas un exemple de démocratie sur le continent africain. Il a fait presque la même chose que François Hollande, mais cela n'a pas attiré autant de polémiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence dans l'accueil des deux discours? Je pense qu'il faut aller de l'avant dans les faits. Il y a que, comme vous l'avez dit, le président français a prononcé son discours dans un cadre donné. Et Barack Obama, en le faisant, moi je ne veux pas parler d'une politique de deux poids, deux mesures, a prononcé ce discours, mais a essayé d'évoluer aussi dans sa démarche. Il ne s'est pas qu'attardé sur ce fait-là, qui est que pour que nos pays puissent prospérer, il faut que l'instrument qu'on s'est choisi, nous-mêmes, la démocratie qu'on s'est donnée, qu'on puisse respecter ses principes. C'est ce que François Hollande également a dit. Mais cela, beaucoup avaient vu en François Hollande le néocolonisateur qui est venu donner le bon exemple, pour dire qu'il faut suivre le bon exemple au Bénin, mais il est allé en Angola et au Cameroun pour signer des contrats. Tout à fait. Angola et Cameroun ne sont pas des exemples de démocratie. Barack Obama a fait la même chose. Mais nous, Africains, est-ce qu'on va s'attarder sur ce qui nous arrière ou sur ce qui nous permet d'aller de l'avant? Ces débats, ce ne sont pas les débats qui nous permettent d'aller de l'avant. Les débats qui nous permettent d'aller de l'avant, c'est quoi? Par rapport à ces discours, par rapport à ces procès qu'on fait à ces dirigeants-là, il faut constater que nous, en Afrique, nous avons décidé de regarder les choses en face, d'aller de l'avant. Nos dirigeants ont refusé de reconnaître ce pourquoi ils sont là, leur mission d'aider au développement de leurs États. Ceux-là, de l'autre côté, viennent nous dire c'est ce qu'il faut faire. Mais ils ne sont pas là que pour régler nos problèmes en notre place. Ils sont là pour aider aussi leur État à aller de l'avant. Également pour tirer leur intérêt, tout à fait. Quand ça les arrange. Non, on ne va pas leur demander de venir faire notre travail à notre place. Donc Barack Obama a fait la même chose en rappelant à ces Africains ce qu'ils ont à faire, en disant que non, ce n'est pas possible ce qui se fait aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Barack Obama, en rappelant ces principes qui vont nous permettre d'aller de l'avant, a rapidement dit « trade, not aid ». On ne peut pas comprendre que cette Afrique en soit tout le temps attendre la main. L'assistanat ne nous permettra pas d'aller de l'avant. Pourquoi alors nous attarder sur ce que moi je qualifie de futilité? Comprendre que l'essentiel aujourd'hui, c'est que cette Afrique est en marche, elle a de potentialités, les ressources humaines, nous en avons, les ressources minières, nous en avons, et d'autres ressources. Il faut comprendre que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire aussi du business. L'Afrique peut faire des affaires. Donc c'est l'essentiel. Barack Obama a tenu presque le même discours que François Hollande, mais cela n'a pas vraiment entraîné beaucoup de polémiques sur le continent africain. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la différence dans l'accueil des deux discours? L'argent qui se retrouve dans nos porte-monnaies provient en grande partie de l'Afrique. Et là, je cite Jacques Chirac, qui a complété en disant nous gagnons souvent en exploitant la ressource des pays africains. Les intérêts de la France et des États-Unis sur le continent africain ne sont pas les mêmes. La France est un peu plus tenue par j'allais dire, le diktat de ces multinationales qui, un peu investi dans la politique en France, amène les dirigeants à ne pas aller essentiellement sur le terrain de la lutte ouverte contre les régimes dictatoriaux et contre tous les présidents qui ont intérêt
pour les Français, pour le gouvernement français, pour les consortiums économiques français à s'éterniser au pouvoir. Je pense que la France a un discours qui n'est pas souvent en accord avec les actes que sa diplomatie l'oblige ou oblige ses dirigeants à poser sur le terrain. Ce qui est contrairement le cas des Américains qui travaillent, qui ont les intérêts peut-être dans les pays asiatiques, peut-être un peu plus dans les pays du Moyen-Orient et des pays arabes. Oui, mais est-ce que également les droits de l'homme sont violés en temps et à contre-temps. Oui, mais est-ce que ce n'est pas quelque part dû au fait que Barack Obama soit d'origine africaine? Est-ce que cela n'est pas vu? Non, on ne peut pas voir cela sur ce temps. Non, je pense que du tout pas, parce que la preuve évidente, c'est que depuis on estime peut-être que c'est moins choquant quand c'est dit par Barack Obama si le président américain était d'origine blanche. Est-ce que vous ne pensez pas que... Vous savez, le discours que Barack Obama a tenu en Afrique, il ne peut pas tenir ce même discours dans les pays arabes. Parce que dans les pays arabes, les intérêts américains sont énormissimes. Et par parallélisme de forme, les intérêts français sont également inquantifiables. Donc, ce sont des discours opportunistes. Donc, quelque part, François Hollande a raison, puisque ce sont les intérêts français qui sont du côté de l'Afrique noire. Au fait, dans les pays arabes, on sait qu'il y a des royautés qui sont établies. Et nous savons qu'il n'y a pas de respect des droits humains. Et qu'il y a la religion qui dicte également sa loi, où on doit faire respecter la charia, on doit découper des gens qui commettent certains crimes, on doit répudier des femmes et les lapider en public, on doit faire certaines choses là-bas. Mais en Afrique, je pense que nous sommes au même diapason que les pays occidentaux dans le respect des droits de l'homme. Nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes possibilités de développement. Donc, pour me résumer sur ce plan, je pense que les pays occidentaux, qu'ils soient français ou américains, ont beaucoup plus des intérêts dans les pays africains. Quand ils ont des intérêts dans les pays africains, ils savent frapper. Mais quand ils n'ont pas d'intérêt, ils savent également comment adoucir les paysans. Donc, c'est de la réelle politique. C'est de l'opportunisme, mais l'Afrique doit savoir saisir des opportunités, les opportunités qui lui permettront de grandir également. C'est en cela que je rejoins Joël qui disait tout à l'heure qu'il est très important de sécréter la crème de la crème au niveau des pays africains, d'amener la jeunesse montante, les carriéristes politiques qui ne soient pas rétrogrades, à se mettre ensemble de manière à booster les choses, de manière à former des boucliers pour empêcher tout cela qui vont mettre en cause le système établi, qui pourtant leur a permis de venir au pouvoir, pour ne pas leur permettre de saper ce système et d'amener des situations de crise avec à la clé des milliers et des centaines de milliers de réfugiés. Je vous propose de suivre ce reportage qui revient sur la fin de cette tournée de Barack Obama et son discours qu'il a prononcé ce mardi à l'Union africaine. I have to also say that les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Le président américain a rappelé, arrivé lui-même, au terme de son second mandat et que la Constitution américaine lui interdisait de se représenter. La loi est la loi et personne n'est au-dessus, pas même les présidents, a-t-il poursuivi, devant les représentants des chefs d'État de l'Union africaine, de la société civile, des confessions religieuses et des diplomates. Rien ne débloquera plus efficacement le potentiel économique de l'Afrique que de mettre fin au cancer de la corruption. Et vous avez raison, ce n'est pas uniquement un problème qui concerne l'Afrique, c'est aussi un problème qui concerne ceux qui font du commerce en Afrique. Ce n'est pas le propre de l'Afrique. La corruption existe partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Corruption exists all over the world, including in the United States. Barack Hussein Obama a appelé l'Union africaine à user de son autorité et de sa voix forte, non seulement pour condamner les coups d'État et les changements illégitimes de pouvoir, mais aussi pour faire en sorte que les dirigeants africains respectent les limitations du nombre de mandats et leur constitution. En effet, outre le Burundi, plusieurs dirigeants africains cherchent à lever les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats présidentiels afin de se maintenir au pouvoir alors que la fin de leur mandat approche. L'avion présidentiel américain a quitté Addis Abeba. En 4 jours, Barack Hussein Obama a effectué 2 visites officielles inédites sur le sol africain pour un président américain en Éthiopie lundi et mardi et au Kenya, le pays de son père, samedi et dimanche.
Donc c'était donc le point de la dernière étape de la tournée du président américain. Joël Yetondy, vous avez suivi, le président américain a demandé de lutter contre le cancer de la corruption sur le continent africain. Il a fait ce discours sans annoncer réellement des mesures de répression objectives vis-à-vis de ces pays où le taux de corruption est trop élevé. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il suffit juste de faire un discours pour que le problème soit résolu sur le continent africain? Non, à l'évidence, il ne suffit pas de faire des discours pour que le problème soit réglé sur le continent africain, mais Barack Obama a joué sa partition. Oui, il a joué sa partition, le reste revient à ces Africains. En prononçant un discours, parce qu'on sait quand même que les Américains ont des moyens de répression. Ils peuvent couper des aides, ils peuvent conditionner les aides dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il faut remarquer que les contextes ne sont plus aujourd'hui les mêmes. Les choses ont suffisamment évolué. Barack Obama est venu en Afrique et on attendait beaucoup de lui, ça c'est vrai. Mais au-delà de cela, il est venu en Afrique pas que pour les Africains, mais aussi pour son État. Donc il y a des intérêts à sauvegarder. Donc vous avez parlé tout à l'heure, en introduction, un peu la première partie du débat, de son discours qu'il a eu à présenter. Et donc ce discours, en le présentant, il faut aussi savoir assurer les arrières. Et ce dont je veux parler dans le cas d'espèce, c'est que Barack Obama, tout en cherchant à taper du poing sur la table, ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme hier où les États-Unis peuvent se croire en Afrique comme sur un terrain de récréation où ils peuvent tout se permettre. Non. Il y a là d'autres puissances qui sont aux aguerres. Le moins faux pas peut être fatal aux intérêts américains. Donc Barack Obama, tout en attirant l'attention des Africains sur ce qui ne va pas, doit savoir raison garder sur la façon de servir pour que ces dirigeants africains qui ne sont pas prêts pour revoir leur copie, ne veuillent pas faire une fuite en avant qui va leur créer de préjudice. Qu'est-ce que je veux dire? En parlant de la corruption, si on ne le fait pas avec suffisamment d'élégance, savez-vous, de l'autre côté, il y a d'autres qui, corruption ou pas, ils s'en foutent pour vous apporter de l'aide. Barack Obama qui nous dit aujourd'hui de chercher à travailler, à aller sur un marché concurrentiel et non tendre chaque fois la main. Vous savez qu'ils sont nombreux à être toujours prêts à tendre la main pour peu que ça leur permet d'empocher le maximum. Et dans ce concert des nations où il y en a qui sont prêts à donner sans demander quelque chose en contrepartie, les États-Unis ont quoi à gagner en disant si vous ne le faites pas, nous vous coupons les vivres. Sachant que de l'autre côté, il y a d'autres puissances qui sont prêtes à donner ces vivres. Donc les États-Unis aujourd'hui ne vont pas en essayant de nous montrer la voie à suivre, chercher à jouer les gendarmes, quitte à tout perdre. Donc je dis une fois encore, il revient aux Africains de saisir le bon bout de ce discours. Et le bon bout de ce discours, c'est cette jeunesse qu'il a regardé droit dans les yeux. C'est aussi cette société civile qui fait un travail formidable, qui doit continuer à faire ce travail qu'il faut. Aujourd'hui, c'est heureux que ses partenaires techniques et financiers en sont à exhiber bien de dossiers. Aujourd'hui, il y a un cas qui est sur tapis qu'on ne cessera d'évoquer, c'est le cas du Bénin. Vous vous rappelez l'histoire d'affaires d'eau donnée au pays qui est passé dans les poches des dirigeants. Et on peut parler aussi des cantines. Mais un peu plus loin, le Burkina Faso qui fait un travail formidable. Vous voyez, ces fonds qui devraient revenir à l'État burkinabé qui sont pâtés dans les poches de citoyens burkinabés. 24 millions de fonds publics qui sont passés comme une lettre à la poste dans les poches de contribuables qu'on est en train de pourchasser aujourd'hui. Donc, autant d'efforts qui revient aux Africains de faire. C'est déjà heureux qu'il y a des gens qui attirent notre attention. Si ce qui ne va pas, comme on dit parfois, vous aider à voir ce qui ne va pas, c'est encore plus important que vous donner de l'argent. Donc Barack Obama, en le faisant de cette façon, n'a pas mal fait. Il faut aider l'Afrique, mais tout en essayant de préserver d'où l'on vient. Je pense que c'est dans cette logique que Barack Obama a parlé. On ne peut pas lui jeter la pierre non plus. Médéric François Gongo, c'est votre avis? Je pas exactement mon avis, mais j'irai un peu plus loin en disant que la corruption, même si elle est la chose la mieux partagée sur le plan mondial, elle a des effets encore plus pervers dans les pays sous-développés que dans les pays développés. En ceci que dans les pays développés, il y a des mécanismes et des dispositifs qui amènent l'État à vous sanctionner lorsque vous êtes pris les mains dans le sac. Mais dans les pays sous-développés, le fait que la justice est souvent sous ordre, le fait que les fonctionnaires veulent se substituer aux opérateurs économiques, le fait que la presse, la société civile sont des organisations qui ne sont pas tellement appuyées et n'ont pas d'indépendance vis-à-vis de la chose politique, nous amène dans un silence relativement coupable ou dans un réveil un peu tardif à ne pas agir de manière à renverser la tendance de la corruption, de manière à ce que même si quelqu'un veut voler, qu'il sache que si je vole,
il y a des sanctions à la clé si on arrivait à me prendre. Si tel est le cas, il y a deux possibilités pour cette personne. C'est de bien mettre le mécanisme en place pour voler. Et là, il associe les services de l'administratif et du politique. Et ceux qui sont chargés de sanctionner, justement, sont impliqués dans ces détournements. Donc, et deuxièmement, tout le système est huilé. Il va continuer à corrompre la justice. Comme l'a dit Mme Bédo la fois dernière, que la gangrène la plus patente de la justice béninoise, c'est la corruption. Nous l'avons constaté, nous le constaterons toujours dans plusieurs dossiers, où l'on ira par 2 poids 2 mesures dans le règlement de certaines situations, où il y aura une sorte de délit de faciès lorsque on va épingler des personnalités qui appartiendraient à telle région ou à telle autre, à telle tendance ou à telle autre, à telle caste ou à telle autre caste ou à tel groupe secret. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce discours, c'est qu'une fois encore, Barack Obama a tapé dans la fourmilière, Barack Obama a bousculé le couteau dans la plaie, excusez-moi du mot, mais je pense que le grand revient aux pays africains. Et les de pays prendre africains, conscience de leur rôle dans la lutte contre et de donner la corruption. priorité au mérite. D'abord, parce que quand on commencera à donner priorité au mérite, lorsqu'il y a appel d'offres, lorsqu'on ne va pas truquer les appels d'offres, lorsque les DRFM, les directeurs des ressources financières et matérielles, n'auront pas à eux seuls plusieurs structures qui vont participer aux mécanismes, aux appels d'offres, lorsque on ne va pas demander aux politiciens beaucoup plus qu'il en a, lorsque les pesanteurs sociologiques ne vont pas amener les ministres à être obligés de puiser dans la caisse réservée à fournir de l'eau aux populations, comme on l'a constaté au Bénin, lorsque il n'y aura pas un peu plus de prise de conscience, je pense qu'on parlera, il y aura tous les discours, mais on évoluera comme on évolue. Pas du tout, malheureusement. Tout à fait. Alors, le président américain, Médéric François Gongo, demande également à lutter contre le terrorisme. Mais ce qui est paradoxal, les États-Unis ne sont pas disposés à fournir des armes à ces pays africains qui subissent les affres du terrorisme. Est-ce que c'est possible de lutter contre le terrorisme dans ces conditions? Oui, la première manière de lutter contre le terrorisme, c'est d'éviter qu'il y ait malgouvernance. Lorsque vous gérez bien, vous n'aurez pas des complices des terroristes. Parce que tant que les terroristes vivent, tant que les terroristes subsistent et résistent aux mécanismes qui sont mis en place pour contrarier, c'est forcément parce que les terroristes ont des soutiens au sein de la population, les terroristes ont des soutiens au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de la justice qui les protège. Donc pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord la bonne gouvernance. Deuxièmement, il faut certes armer, mais les États-Unis, il ne faut pas l'ignorer. Les États-Unis sont également sur plusieurs fronts de lutte contre le terrorisme. Les États-Unis luttent contre l'État islamiste. Les États-Unis, sur le territoire, luttent également contre le terrorisme tous les jours. Donc les États-Unis ne vont pas vouloir, dans un premier temps, donner des armes au Nigeria, parce que c'est tel est le cas, tel qu'on l'a constaté la fois dernière. Oui, le président Buhari allait demander et ils ont refusé. On ne peut pas du jour au lendemain donner des armes, sans qu'il y ait vérification, sans qu'il y ait accord préalable, sans qu'il y ait des enquêtes sur le terrain pour savoir si tout ce qui est donné est véritablement utilisé, surtout lorsqu'on se rappelle du cas du Cameroun, où on a annoncé qu'il y a eu des cargaisons qui ont été à destination des islamistes, des cargaisons qu'on ne devrait pas fouiller parce que c'était des colis diplomatiques, mais qu'on a fouillé par mégarde ou par essai de zèle, et on a trouvé finalement qu'il y a des armes. Il y a toutes ces considérations qui amènent les États-Unis à être beaucoup plus prudents. Mais je pense qu'au-delà de cette déclaration publique, les États-Unis ont tout intérêt à trouver des mécanismes où, par rapport à la formation, par rapport à la mise à disponibilité des mécanismes de télédétection, par rapport à l'utilisation des drones, par rapport au partage d'informations réelles et en temps réel, on peut aider à lutter contre le terrorisme. On peut appuyer autrement. Autre que systématiquement. Par les armes. Joël Yeton dit les États-Unis ne sont pas disposés à fournir des armes pour lutter contre Boko Haram, contre l'AQMI ou encore contre l'État islamique. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Bon, je vais donner mon avis sur la question. Oui, mais là, le président américain l'a réaffirmé à travers son discours. Il dit qu'il faut lutter contre le terrorisme et il n'est pas disposé à fournir des armes aux pays qui subissent les affres du terrorisme. Oui, pour évoluer, je dirais, l'Afrique a à prendre note, hâte de cette déclaration et à faire avec les moyens qu'elle a à disposition. Des armes, on en a forcément besoin. La lutte contre Boko Haram, c'est sur plusieurs fronts, comme l'a dit Médéric François Gongo. Il faut se donner les moyens pour arriver. C'est la conscientisation des populations à la base. C'est aussi la bonne gouvernance, ça c'est vrai, parce que Boko Haram
arrive à trouver de l'effectif simplement parce que dans la frustration les autorités ont failli à tous les niveaux. Cette jeunesse quand est on livrée à remonte elle-même. également à l'origine de Boko Haram, c'est un groupe qui est né justement de mécontentement. Il faut pouvoir prendre les choses trop au sérieux et c'est là, une fois encore, comme je vous le disais en introduction, que les États africains, on a l'impression que nos dirigeants s'amusent un peu avec le feu et peut-être à dessein parce que tout ce qui se cache derrière Boko Haram, je pense que quand on va commencer par essayer de les éplucher, de les apprécier, on se rendra peut-être compte que la complicité est même jusqu'au sommet de l'État, ce n'est pas exclu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que petitement, Boko Haram en soit à prendre de la pleure, à s'imposer à tout le monde. Il faut donc que nos États africains se réveillent, mais il faut aussi que les populations se jettent dans la danse. Mais une fois encore, on ne pourra pas excuser nos dirigeants dans les drames, les différents drames qui se jouent sur le continent. Il faut se rendre plus responsable. Et merci. Là, on pourra remporter. Merci Joël Tondi, merci Médéric François Gongo. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier débat du jour. Cette émission se poursuit. Voici à présent un point de l'actualité. C'est le flash d'information. Premier président américain à s'exprimer à la tribune de l'Union africaine, Barack Obama a tensé ce mardi les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. Il a exhorté le monde à changer de regard sur l'Afrique et à bâtir avec elle de véritables partenariats à lutter contre la pauvreté. Au Sénégal, le président Macky Sall a dénoncé ce mardi à Dakar les extrémistes qui s'acharnent à prendre le monde en otage lors d'une conférence internationale sur le thème Islam et paix. Alors que Boko Haram menace la stabilité des pays du Sahel voisin, le Sénégal a jusqu'à présent été épargné par les violences des groupes islamistes. Quelques 2000 soldats supplémentaires seront déployés pour lutter contre les islamistes nigérians de Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cela portera officiellement à 8500 le nombre de soldats envoyés dans cette région pour combattre les insurgés de Boko Haram qui y mènent depuis 2 ans des raids meurtriers et des enlèvements. Au lendemain du coup de force électoral du président Pierre Nkurunziza, l'opposition semble au bord de son éclatement au Burundi. Et pour cause, la position du chef de file de cette opposition, Agathon Rwasa, que les autres opposants jugent mitigée après sa participation à l'installation des membres de l'Assemblée nationale issus de ces élections qu'il a pourtant contesté. Positionnement de l'opposant Agathon Rwasa au Burundi, s'achemine-t-on vers l'éclatement de l'opposition burundaise et la confirmation de Pierre Nkurunziza. C'est le thème que porte du moins le deuxième débat de ce jour. Le débat se poursuit avec Médéric François Gongo de Actu Express et Joël Yetondi de Sika TV. Joël Yetondi, aujourd'hui, le comportement de l'opposant Agathon Rwasa porte à croire qu'il est prêt à pactiser avec le président Nkurunziza. Est-ce votre avis ? Oui, il y avait des signes annonciateurs, on l'avait aussi dit. Agathon Rwasa, dans sa position actuelle, ne devrait pas surprendre autre mesure. C'est l'homme qui avait commencé déjà par faire des pieds de main trop tôt pour se rallier au pouvoir. C'est peut-être trop exagéré, mais il y avait des indices qui ne trompent pas que l'on retrouve très rapidement Agathon Rwasa à la rivière, en train de s'abreuver à la même source. Ce n'est pas du tout étonnant. Maintenant, si cela peut aider à stabiliser le pays, c'est tant mieux. Mais la démarche de Agathon Rwasa, justement qu'il avance, qu'il faut être à l'intérieur pour pouvoir lutter justement contre Nkurunziza. C'est ce que je dis, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nouveau en Afrique. On a toujours vu l'opposition dans cette posture, lorsqu'on les écoute, on les voit tempêter, sacrifier leurs militants à la base, qui, à leur côté, se sont battus pour les causes nobles. On se rend compte que finalement, ils sont les seuls à se tirer à bon compte. Ce qui se passe actuellement, en aucun cas, la position d'Agathon Rwasa ne donnera la légitimité au régime en place. Mais une fois encore, si cela peut aider à stabiliser le Burundi, ce serait tant mieux. Mais malheureusement, je ne crois pas que cela apporterait vraiment de l'eau au moulin de tous ceux-là qui sont remontés contre le régime actuellement en place. Agathon Rwasa est le chef de file de l'opposition, mais vous l'avez constaté, depuis qu'il a commencé par se retirer d'un certain nombre de combats, par faire profil bas par rapport à tout ce qui se trame au Burundi. Il y en a qui ont déjà pris leur recul par rapport à lui. Et donc, ceci dit, il y aura d'autres qui vont continuer la lutte qu'il a menée jusqu'à présent.
Est-ce que Pierre Nkurunziza, dans ce qui se fait aujourd'hui, parviendra à donner la part du gâteau à tout le monde? Est-ce que tout le monde est dans la logique d'accéder à une certaine part de gâteau? Non. Et c'est là qu'il faut craindre. Il faut craindre que l'opposition sera divisée, l'opposition sera fragilisée. Mais tant que Pierre Nkurunziza ne sera pas dans la logique de ramener tous ceux-là qui sont partis, tous ceux-là qui se montrent très menaçants à revenir au bercail pour construire le Burundi, il y aura toujours des tendances à déstabiliser le régime en place. Et déstabiliser le régime en place, c'est empêcher le Burundi d'aller vers une stabilité certaine. Médéric François Gongo, vous avez suivi donc l'actualité du côté du Burundi. Gaston Rwasa, aujourd'hui, qui a assisté à l'installation des députés de l'Assemblée nationale issus des élections qu'il a pourtant contestées. Est-ce à dire que Nkurunziza est en train de réussir son coup politique? Je pense qu'après avoir fait le forcing pour avoir une légalité du pouvoir, le président Nkurunziza essaie aujourd'hui d'établir une légitimité. La légitimité était ipso facto avec une légitimité, une opération de charme en vue d'une légitimisation voilée. Mais je parlais d'une tentative de légitimisation du pouvoir. Mais nous l'avions constaté déjà, il y avait des signaux forts avec le soutien du club de Arusha, parce que lorsque l'armée s'était soulevée, le président n'était pas au pays. Et s'il a pu rejoindre le pays, s'il a pu infiltrer le système sécuritaire, et si on a constaté qu'il y avait eu, j'allais dire, une désaffiliation d'une grande partie de l'armée, qui s'est un peu mise hors jeu par rapport au mouvement d'ensemble au niveau du coup d'État, c'est d'abord tout simplement parce que le groupe de Arusha a fait pression pour qu'il y ait des militaires qui se désolidarisent du moment de départ. Je pense que c'est le même travail qui se fait aujourd'hui par le groupe d'Arusha pour un peu permettre au président Nkurunziza d'aller vers une légitimation de son pouvoir. Quand vous dites le groupe d'Arusha, vous voulez parler des chefs d'État de la sous-région? Exactement, parce que les chefs de l'État de la sous-région, on l'a constaté, ont eu des positions mi-figue, mi-raisin, ou carrément des solutions de soutien tacite au président Nkurunziza lorsqu'il y avait eu le coup. Si tel n'était pas le cas, il ne pourrait pas revenir au pays. C'est parce qu'il avait eu la possibilité d'infiltrer le système sécuritaire du pays, d'amener certains militaires à se désolidariser du mouvement d'ensemble, qu'il est là aujourd'hui, qu'il a fait également du forcing pour organiser des élections avec une participation relativement faible, qu'il a compté sur le fait que Etoussi et Hutu aujourd'hui arrivent à s'entendre autour de lui pour faire son coup de force constitutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, il est sur la même lancée, mais il ne va pas aller loin, parce qu'on a déjà constaté des soulèvements militaires à quelques endroits au niveau des frontières, et il est à craindre que les mêmes choses hier, qui ont produit les mêmes effets pour l'amener au pouvoir, en soient aujourd'hui à nous amener à attendre que dans le futur très proche, qu'il y ait une généralisation des soulèvements militaires, et que dans la logique de changement de paradigme politique au niveau des pays qui entourent le Burundi, qu'on en soit aujourd'hui à espérer demain que Nkurunziza partirait comme il est arrivé. Je vous propose de faire un retour sur cette actualité à travers ce reportage qui revient sur l'installation des membres de cette Assemblée nationale burundaise. Cette première session s'est tenue en présence de 104 des 121 députés devant normalement composer la nouvelle Assemblée. L'ensemble de l'opposition, dont Agathon Rwasa avait annoncé boycotter les scrutins, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. L'opposant, en acceptant participer aux assises de l'Assemblée nationale, a bien de raisons. L'opposition a jugé le troisième mandat de Nkurunziza anticonstitutionnel et contraire à l'accord de paix d'Arusha qui avait permis de mettre fin au conflit civil qui ravageait le pays. Le principal allié de Rwasa dans ce processus électoral, Charles Nditié, n'était pas présent dans l'hémicycle lundi. Alors, Médéric François Gongo, vous avez suivi, de même que vous, Joël Yetonji, l'opposition burundaise sur le point de s'éclater. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Nkurunziza n'a pas un boulevard devant lui? Il va faire ses 5 ans paisiblement avec un Agathon Rwasa, probablement futur Premier ministre. Ou encore président de l'Assemblée nationale. Vous changer un système où on ne le fait pas implosion de l'intérieur, où on ne le fait pas explosion de l'extérieur. Je crains... Donc Agathon Rwasa a raison alors de dire qu'il reste à l'intérieur. J'entrevois à travers cette stratégie une manière pour Agathon Rwasa
pénétrer le système, quitte à ce qu'il amène les choses à changer. Mais les choses ne changeront pas lorsque la grande majorité de ceux qui sont partis en exil ne reviennent. Les choses ne changeront pas lorsque, au niveau de l'armée, au-delà de la pacification à l'intérieur, on n'en arrive pas à trouver des passerelles pour amener tous ceux qui sont en train de formater des soulèvements au niveau des différentes frontières, à savoir mesures gardées, à savoir qu'il y aurait des effets collatéraux dont souffriraient majoritairement la population qui ira en exil avec des milliers, des centaines de milliers de réfugiés. Je préférerais ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et en croyant un instant que là, nous assistons à une stratégie de l'opposant charismatique. Et cette stratégie devrait l'amener à délimiter son territoire, à essayer d'établir une étanchéité, une limite entre les relations qu'il doit avoir avec le pouvoir en place et les relations qu'il avait toujours avec l'opposition en exil et les dissidents militaires qui sont en train de s'organiser. Oui, mais quand on sait que Nkurunziza est quelqu'un de très justement ferme, un bon qui est aussi un stratège militaire, est-ce que vous pensez que Agathon Rwasa, justement, en adoptant cette stratégie, peut vraiment imploser la situation depuis l'intérieur? Je pense là qu'il a intérêt à jouer son avenir politique, il a intérêt à mener le président, à rapidement aller vers un mécanisme qui va le conduire à écouter son mandat, de manière à ce qu'il réorganise d'autres élections. Oui, il a d'ailleurs dit que si Nkurunziza doit rester au pouvoir, il lui donne 1 an. Exactement. Donc vous pensez que Nkurunziza va l'écouter? Nkurunziza a tout intérêt. Nkurunziza va tenter de colmater les brèches. Il va tenter de se réconcilier par le biais de chefs de l'opposition avec les acteurs politiques opposants en exil. Il va tenter avec lui de pacifier un peu l'armée en exil, mais 1 an exactement, je pense que c'est un délai raisonnable pour amener le président à entendre raison et à organiser les choses. C'est tellement. Mais il a tout le temps aussi de changer encore une fois la Constitution, de changer les textes. Il n'aura pas intérêt. Il a la majorité à l'Assemblée. Exactement, mais il y aura la pression internationale. Mais il y a eu la pression, pourtant il a fait ses élections. Oui, il a fait parce qu'il était relativement bien coaché dans la sous-région. Il le sera toujours. Il était bien coaché par la sous-région et il avait une garde prétorienne qui a su infiltrer le système militaire. Et vous pensez que cette garde va disparaître d'ici 1 an? D'une manière ou d'une autre, il y a le combat entre la volonté de Nkurunziza de rester au pouvoir et l'exigence de la population vers une aspiration beaucoup plus démocratique que cela n'était le cas dans le passé récent. Joël Yetonji, l'opposition aujourd'hui divisée, le boulevard devant Nkurunziza. Agathon Rwasa qui donne 1 an à Nkurunziza pour régler les problèmes du pays et organiser de nouvelles élections. Vous y croyez? Non, je n'y crois pas. 1 an à Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza n'est pas venu au pouvoir pour ensuite le lâcher. Après cette traversée qui était infernale pour lui, enfin, il peut dire ouf de soulagement. Agathon Rwasa qui vient au cœur d'un système où il pense pouvoir changer les choses par rapport à ce qu'il a dit. 1 an pour Pierre Nkurunziza, 1 an serait un an test. Test pourquoi? Pour jauger un peu la capacité de nuisance de cette opposition. Et comment depuis qu'il est chef de file de l'opposition, il n'a pas pu juger. Je dis non, je parle de Pierre Nkurunziza, la capacité de nuisance de cette opposition. Il va davantage mesurer cela parce que les gens qui sont partis, si déjà le pouvoir aujourd'hui. Vous pensez qu'il vise aujourd'hui à mesurer, à juger leur capacité ou plutôt voir comment les diviser? Parce qu'aujourd'hui. Non, la capacité de nuisance, mesurer la capacité de nuisance participera aux techniques à mettre en place pour émietter leur force de frappe et les rendre peu vulnérables. Justement, s'il dit, le gouvernement burundais a pu dire que depuis le Rwanda, il sent des velléités d'attaque. Veut dire, il est question pour lui aussi de trouver les stratégies pour éventuellement amener ceux aussi à ne pas atteindre leurs objectifs. Mais ceci étant, ce qui est important, c'est parvenir à sortir le Burundi de l'ornière. Et pour y arriver, il va falloir savoir raison garder. Savoir raison garder, c'est rebeloter. Rebeloter, ce ne serait pas redistribuer les cartes à ceux-là qui sont partis et qui ne demandent qu'une seule chose, le départ de Pierre Nkurunziza. Et ceux-là qui en sont à demander le départ de Pierre Nkurunziza, ils sont nombreux. Et pour le faire, ils sont à l'exil. Et je l'ai dit ici, de l'exil, de l'extérieur, le danger peut toujours venir. On a eu déjà plusieurs cas par le passé. Donc Pierre Nkurunziza ne doit pas se dire que c'est gagné d'avance. Il peut passer
tout son mandat à la tête du pays à chercher comment colmater les brèches. Et comment colmater les brèches ne serait pas forcément pacifier le Burundi. S'il n'arrive pas à donner à manger à tout cela, en tout cas jusqu'à preuve de contraire, la Belgique reste campée sur sa position. Pour longtemps encore, on ne le sait pas encore. Mais ce ne sont pas des indices rassurants. Pierre Nkurunziza a plutôt intérêt à pacifier le Burundi. Pacifier le Burundi, une fois encore, serait ramener tout cela, ceux-là qui sont à l'intérieur qui ne sont pas contents, ceux-là qui sont à l'extérieur qui ne sont pas contents, à avoir confiance en lui. Et confiance en lui, c'est plutôt passer la main. Merci Joël Yetondi, merci Médéric François Gongo. Madame, monsieur, ce sera tout pour les débats de ce jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur SICA. À présent est consacré aux nouvelles économiques en Afrique et dans le monde entier. Le journal de l'économie est une présentation de Inès Awansou.